Allô, oui. Allô, bonjour. On vous appelle Bonjour. de la Russie, de Saint-Pétersbourg, pour un interview. Est-ce que c'est possible maintenant? Alors, c'est tout à fait possible. Je vais juste vous donner un numéro qui sera plus clair que celui-ci parce qu'on risque de couper un petit peu avec ce téléphone-là. Oui, Donc, je vous donne directement le numéro pour appeler et avoir David. oui, Alors, ne merci. bougez pas, je vous le donne, hein. Oui. Alors, J'appelle de Saint-Pétersbourg, je m'appelle Bronislava et je suis traductrice pour traduire un interview pour Journal Métro russe. Euh, c'est bon? Vous êtes disponible? ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Là, Merci, merci. Donc on va commencer. C'est Oui, Nadège, la journaliste, elle va poser des questions en russe et je vous les traduis. très bien, merci. Merci. Да. Это с вопросом. Номер один. Ah, Да. première question, c'est pour le début de votre carrière dans le cinéma. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans le cinéma? Est-ce que c'était difficile d'apprivoiser ce métier de comédien? Qui étaient vos exemples dans ce métier? On va dire que je suis un peu arrivé dans le cinéma par hasard parce que j'avais conscience que mon sport, que le parcours était visuel, donc que ça allait être médiatisé et tout ça. J'avais juste envie de faire connaître mon sport, mais je n'aurais pas pu imaginer qu'un jour je me retrouverais dans un film. Donc c'est sûr que quand j'ai commencé à faire du cinéma, ça m'a donné vraiment envie. J'ai pris goût au métier d'acteur et j'ai eu envie de continuer et je me suis dit forcément que par la suite ça allait m'amener des moyens pour pouvoir développer mon sport plus facilement. Et en même temps ça me plaisait, donc voilà. Puis en référence j'avais je sais pas, Edward Norton, j'aime bien Robert De Niro, j'aime bien Jason Statham dans les films d'action. Donc il y a pas mal d'acteurs aussi qui m'ont influencé et motivé pour faire ce métier. Hmm. Et le travail avec Brian De Palma, comment était-il? Est-ce qu'il est exigeant comme réalisateur? Quand j'avais fait Femme Fatale, c'était je crois le premier gros long métrage que je faisais. J'avais passé le casting et je ne savais même pas que c'était Palma qui faisait le film. Donc je suis arrivé sur le tournage, on m'a dit il y a Antonio Banderas qui est là, il y a Brian De Palma qui réalise et tout, et j'étais un peu surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ah oui. Parler normalement, comme en fait il m'a donné l'impression en me parlant que j'étais déjà acteur, que il m'a pas pris comme un débutant, il m'a expliqué où je devais me placer, ce que je devais faire et tout. Et ça m'a encouragé en fait à continuer. J'étais un peu stressé, c'est vrai, que je me suis dit j'arrive là-dedans, c'est une grosse machine de cinéma et tout. Et en fait je me suis senti bien, contrairement à ce que je pouvais penser. Oui. Donc c'était une bonne expérience. Ouais. Première approche. Et la renommée mondiale vous est venue après Banlieue 13. Comment votre vie a-t-elle changé depuis? Est-ce que vous avez encore le temps pour les entraînements, pour le parcours et surtout que la nouvelle série, le nouveau film est en projet? Comment ça a changé ma vie? Je vais dire que ça m'a permis de voir que, parce qu'en fait, comme je me suis fait connaître avec le parcours un petit peu avant, euh, ça m'a fait parler, donc j'ai dit des choses, j'ai expliqué que dans la vie, il fallait croire en ses rêves, qu'il fallait se battre, qu'il fallait... Et le fait de m'avancer sur plein de choses alors que j'en avais pas fait tellement, c'était un bon test pour moi de voir si ça marchait. Mhm. Et, et aujourd'hui, bah, tout ça, ça confirme et ça renforce encore plus ma conviction dans tout ce que j'ai pensé par rapport au parcours. Parce que c'est le parcours qui m'a tout amené, dans tout son parcours, le cinéma, ma vie, et tout. Donc oui, ça a changé ma vie énormément. Hmm. Et du coup, encore avec le film Break Mansion,
je pense que ça va relancer encore le parcours Mhm. et ça va me permettre de le développer à la hauteur où j'ai toujours voulu le faire. Ah oui, oui. Euh, et surtout que vous êtes l'auteur de la philosophie du parcours. Et en quoi consiste-t-elle en quoi consiste la base de votre philosophie? Bon, en fait, ma philosophie, elle est personnelle, c'est pas une philosophie mais je veux dire, chacun dans la vie par rapport à ses expériences fait sa philosophie maintenant. Donc Oui. c'est surtout les fondements du parcours. Mais là, j'ai fait un bouquin avec, avec Charles Perrière, qui était un ancien Yamakasi, qui était dans le film Yamakasi. Donc on a fait un livre ensemble pour expliquer tous les fondamentaux, l'esprit du parcours. Et donc tous ceux qui auront ce bouquin pourront voir comment on apprend, comprendront mieux l'histoire, comment ça nous est venu, comment je l'ai entraîné, tout ça. Donc tout expliqué là-dedans. Et oui. L'idée même de franchir les obstacles, pas sur un terrain de sport, mais dans la ville, ça change énormément, n'est-ce pas? Comment cette idée vous est venue de sortir du terrain de sport et d'aller dans la ville, de faire la même chose, mais sur les objets réels? Et, en fait, c'est mon père qui m'a transmis le parcours. Donc quand lui il avait 7 ans, il était au Vietnam et donc il était aux enfants de troupe, en militaire, qui partent au combat, dans les camps d'orphelins. Et lui, il s'entraînait la nuit, il sortait la nuit pour aller répéter sur le parcours du combattant, le parcours militaire, pour répéter les obstacles, chercher les meilleures techniques et tout ça. Et moi, comme il ne m'a pas élevé, quand j'ai grandi, j'ai voulu savoir, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui avait fait qu'il faisait tous ces exploits aux pompiers, pour qu'on parle de lui tout le temps. Et il m'a expliqué qu'il faisait du parcours. Et moi, je lui ai demandé ce que c'était, donc il m'a expliqué qu'il faisait du parcours d'agilité, parcours de souplesse, parcours du silence. Et là, j'ai commencé à apprendre les bases avec lui. Et j'ai développé ça, moi, dans le milieu urbain. Donc en fait, lui, c'est quand même venu de quelque chose de dur, de la guerre et tout ça. C'était des entraînements très durs. Tout misé sur la condition physique. Et j'ai développé ce sport dans la rue. Et en fait, transformé en forme ludique, donc plus en jeu, en amusement, et ça a regroupé plein de jeunes qui avaient l'esprit déjà de bouger dehors. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a des jeunes qui font beaucoup d'acrobatie, même si c'est pas exactement le parcours, et quand même l'esprit du parcours, parce que le parcours a ramené toute une catégorie de jeunes qui aiment bouger dehors en fait. Donc ça rejoint le skateboard, ça rejoint tous ces sports. Tout à fait. C'est un vrai cadeau pour les jeunes, pour leur énergie. Qu'est-ce que vous auriez conseillé aux jeunes gens qui vous suivent? Déjà d'être très patient, parce que souvent il y en a qui veulent tout de suite faire ce sport parce qu'il est impressionnant, et il y en a qui sentent qu'ils ont du courage, donc ils veulent tout de suite prendre une caméra, puis aller se filmer, et c'est comme ça qu'on a des accidents. Et de toutes les années où j'ai bougé, j'ai commencé à filmer très tard, et ce que je leur dirais, c'est vraiment de faire attention, d'apprendre avec des gens sérieux, donc avec des gens qui ont des bons niveaux, qui ne sont pas blessés énormément, et puis de prendre son temps. Et je pense qu'il faut au moins 2-3 ans pour avoir une bonne condition physique. Et commencer à se permis en dur. Parce qu'on a permis quand c'est en dur. Il faut au moins 5 ans pour dur. On peut avoir le permis en un mois. Donc le parcours c'est pareil, on peut apprendre les bases très vite. Avec un stage, on peut comprendre très vite ce qu'il faut faire, mais il faudra quand même quelques années pour maîtriser et puis avoir un bon niveau. Oui, merci beaucoup. On a encore quelques questions, mais le son n'est pas très bon. On essaie de vous rappeler tout de suite. D'accord. Oui, on raccroche. Ok. Oui, on raccroche et on rappelle. D'accord, à tout de suite. Нет. У нас тут со связью какая-то ерундистика.
А что случилось? Да как он стал пропадать. Вот, я боюсь, что вдруг потом не расшифруется. Вот. Ну, в общем, сейчас он говорил про то, что как с водительскими правами, которые за месяц не получишь. Мгм. Ну да, я поняла. Вот оно идет. Oui, Vous m'entendez? oui. On n'entend pas Ok. très. Oui. Je traduis pas les réponses parce qu'on va les traduire après, on les enregistre. C'est pour ça que nous sommes si silencieuses à vous écouter. Mais c'est D'accord. très précieux tout ce que vous dites. Et il y a quelques questions sur le nouveau film qui va paraître, Brick Mansions, la suite de Banlieue 13. Quelles sont les surprises qui attendent les spectateurs du film? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? Bon, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est plus un remake que la suite, en fait. C'est plus un remake du premier Banlieue 13, donc qui est quand même amélioré. Donc l'histoire est un peu améliorée. Et le réalisateur a vraiment filmé plus au style américain le film. Mhm. D'actions, elles sont super. Donc c'est pas non plus un film de parcours. C'est un film d'action où il y a du parcours. Mais il y a du parcours, il y a du gunfight, il y a du combat, il y a des cascades de voitures, il y a un peu de tout, quoi. Donc toutes ces surprises. Et sachant que c'était le dernier film de Paul Walker, comment les plans, les projets ont changé après sa mort? Bah, ce qui s'est passé, en fait, lui, il a eu le temps de faire le film en entier. Donc c'est sur Fast and Furious où l'accident est arrivé. Donc pour nous, il n'y a pas eu de problème avec lui vu qu'il a pu faire tout le film. Est-ce que vous étiez obligé de refaire quelques scènes en plus? Non, pas du tout. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. D'accord. Il y a encore une question sur votre maîtrise. Les tours de parcours qu'on voit dans les films, quel est le pourcentage de votre maîtrise et quel est le pourcentage de post-production, de la post-production? Combien d'effets spéciaux y sont ajoutés et combien de vrai travail on y trouve? Oh, je dirais, on a 70%, 70% de cascades réelles et 30% d'effets spéciaux. Bravo. C'est impressionnant. Non, mais parce que en fait, le truc c'est que même quand on fait quand même c'est un film, c'est pas comme quand on fait des vidéos dans la rue amateur, parce qu'à ce moment-là, quand on fait une vidéo dehors, on est en forme, c'est un jour où on se sent bien, on filme, si on n'a pas envie de le refaire, on arrête. Alors Oui. que sur un tournage, c'est différent. Sur un Oui. tournage, quand on a les scènes d'action et qu'on sait qu'on va avoir plusieurs plans à faire, on peut pas se permettre de faire quelque chose de dangereux. Oui, évidemment, évidemment, c'est pour ça. Parce que voilà, donc on essaye de rester le plus réaliste possible, mais de mettre des sécurités au maximum pour préserver préserver la performance physique. Donc le travail, il était là et c'était de trouver des choses intelligentes. Ça mettre les assurances en confiance, mais que nous, ça nous permette de bouger librement, sinon à ce moment-là, n'importe qui pourra le faire. Oui. Donc il fallait qu'on s'investisse vraiment. Et du coup, Paul, ça le motivait parce que comme il me voyait, des fois il venait me voir, il me demandait t'es fatigué là? Je fais ouais, je suis fatigué, mais je vais faire quand même le truc et tout. Donc il me disait bon bah moi aussi je vais le faire alors. D'accord. Mais oui, c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma, c'est spécial. Et Luc Besson, quand il écrivait le scénario, est-ce qu'il vous demandait des conseils par rapport justement au parcours, par rapport aux choses réelles de corps, de capacité? Le truc c'est que en fait dans le scénario il y a marqué qu'à tel moment du film il va se passer une course-poursuite. Donc Luc Besson écrit comme lui il pense et après il me demande
ce que je peux faire dans ce cours-là. S'il me dit là, il se passe 3 minutes où il y a une course-poursuite, ça commence ici, ça se finit là, qu'est-ce que tu me proposes? Donc je lui propose le maximum d'idées. Et après lui, il valide ce qui lui plaît. Des fois, ça lui arrive aussi d'avoir quand même pas mal d'idées, des trucs sympas qu'il peut placer dans le film. Et puis à ce moment-là, on définit une chorégraphie. Donc je fais une chorégraphie. Après, on fait un storyboard. Donc on dessine tout le plan comme une bande dessinée de l'action. Et après, on tourne et on s'en tient au storyboard et on fait chaque scène comme on l'a dessiné. C'est passionnant cette collaboration. C'est vraiment ouais, précieux. non, c'est vrai. C'est créatif, quoi. Oui. Et pour terminer, on a quelques questions un peu à part, mais qui sont précieux pour nos lecteurs russes. Vos conseils et vos points de vue sur l'écologie et sur les problèmes de l'environnement. Je ne sais pas si c'est bizarre pour vous d'entendre ces questions dans cette interview, mais quand même, vous êtes un exemple pour plusieurs personnes. Et les traceurs en Russie, par exemple, ils font des actions spéciales visées à l'environnement, à la préservation de la nature, et utilisent leur maîtrise pour attirer l'attention à ce problème. Est-ce que vous avez fait ça à un moment de votre vie? Et quelle est votre attitude? Déjà, je respecte beaucoup cette démarche. Donc, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais le fait de savoir que ces gens le font, déjà, ça me rassure parce qu'au moins, il y a des gens qui bougent pour faire avancer les choses. Oui. Et moi, par rapport au parcours, j'avais plus l'intention de faire des actions humanitaires un peu, et comme quand il y a des catastrophes naturelles, des trucs comme ça, et puis de déployer des groupes de parcours, de traceurs qui iraient donner un coup de main aux gens qui seraient en difficulté dans les sinistres pour récupérer des affaires un peu auxquelles ils tiennent et tout ça. Donc il y aurait les secours qui s'occuperaient des victimes et il pourrait y avoir des jeunes de parcours qui iraient récupérer les affaires pour des gens. Et donc voir des actions comme ça, voir essayer de les amener à aider à construire des écoles dans des pays, des trucs comme ça pour des jeunes en difficulté. Mais c'est vrai que l'environnement parle quand même parce que quand on bouge, on a quand même une forme de respect par rapport à l'endroit où on passe. Parce que si on détruisait tous les endroits où on passe, on n'aura plus d'endroit où passer et on serait plus vus comme des destructeurs. Donc je veux dire, on a plus une forme de respect par rapport à l'environnement qu'autre chose. Donc après, c'est sûr que si on ne jette pas ces papiers par terre, on met ça dans une poubelle, qu'on ne salit pas, qu'on ne casse rien, c'est une façon de dire qu'on respecte l'endroit où on est, comme quand on respecte sa maison, quoi. C'est pareil. Et merci. La dernière question, c'est qui concerne les ressources naturelles. Il y a des gens qui pensent qu'économiser l'eau ou l'électricité n'apporte pas grand-chose, que ça ne donne pas grand-chose à la préservation de la nature. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens-là? C'est un peu vaste comme il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Moi, je sais pas personnellement après ce qui se passe vraiment au niveau de l'eau, au niveau de quand on dit qu'on est surpeuplé, alors qu'il y a des endroits où c'est quand même les déserts, il y a largement la place qu'il faut sur Terre, quoi. Donc des fois, j'ai l'impression qu'on nous met il y a toujours des nouvelles peurs qui arrivent et après on passe à autre chose, et puis c'est la fonte des neiges, et puis je pense qu'à un moment il faut vivre. Je pense que si les gens déjà, au lieu de s'occuper des problèmes, pensaient à vivre, ça veut dire à s'équilibrer dans leur corps, dans leur esprit, les réponses elles vont venir automatiquement. Si on n'est pas changé nous, on ne peut pas changer les choses. Donc on peut se rendre compte déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais les choses ne se règlent pas parce que nous-mêmes, on n'est pas changé à l'intérieur. Donc je crois qu'il faut déjà s'occuper de nous, des problèmes qu'il y a sur nous, et après le reste va se régler automatiquement. Parce que si les gens ils sont équilibrés, les gens sauront exactement quelle personne doit s'occuper de tel problème, qu'est-ce qui est les priorités, qu'est-ce qui est l'essentiel. Parce que là j'ai l'impression qu'on vit, mais
on vit un peu trop vite. C'est-à-dire que les gens sont tous sur la consommation, le matériel et tout, et ils oublient un peu de prendre du temps pour eux. On est trop sur l'informatique, toujours au téléphone, toujours... Et on a besoin de se déconnecter un peu de ça pour se rattacher à la vie, de ce qu'est la vie vraiment. Et c'est pour ça que le parcours est important, parce que ça fait partie de ça. Quand on bouge, quand on fait du parcours, c'est plus pour un effet de méditation, mais active. Oui. Plutôt que d'être assis et de méditer, Oui. en fait, on est en train de bouger et on est en accord avec ce temps. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très vite ou d'aller trop doucement, il faut trouver son rythme. Et ça nous aide à nous rééquilibrer aussi dans la vie. Donc, mais comme je vous dis, on pourrait en parler des heures, quoi. Merci, c'est très précieux ce que vous racontez et c'est impressionnant aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Au revoir. Bonne journée. De rien, au revoir. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Прекрасно. Я думаю, что хватит. Славные такие советы.